Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent escape la rentrée des classes et qui souhaitent donc partir à l'autre bout du monde. Et si c'est le cas, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo puisque je vais vous parler d'un organisme qui permet de faire des séjours linguistiques à l'étranger. Et cet organisme, c'est Kaplan. Je vais vous parler de mon expérience et j'espère que mon expérience va vous aider à choisir votre organisme. Je suis donc partie l'année dernière avec Kaplan de septembre jusqu'à janvier, donc 3 mois à Los Angeles et 1 mois guess where à New York. De base, j'avais choisi EF parce que EF c'est un organisme qui est super connu, j'avais plein de pubs sur mes réseaux sociaux, sauf que en fait à la dernière minute, je me suis rendu compte qu'ils avaient énormément de commentaires négatifs sur internet. Et ça m'a fait super peur et j'ai dit non, je pars pas avec eux, c'est tout. J'ai dû donc trouver un autre organisme et j'ai trouvé Kaplan. Sauf que le souci de Kaplan, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'avis sur internet, mais par contre, les avis que vous voyez, ce sont tous des avis positifs. Kaplan, c'est un peu plus cher que EF, mais au final, je me suis dit, je préfère mettre un peu plus et au final, ne pas être déçue et avoir un super beau voyage plutôt qu'avoir des problèmes là-bas. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est la conseillère de Kaplan que j'ai eu au téléphone et qui m'a super bien vendu le programme. Good job. Parlons thunes, parlons du prix d'un séjour linguistique avec Kaplan. Le prix, il va varier en fonction de beaucoup de choses. Ça va varier en fonction de la destination, donc de où vous partez. Ça va varier aussi en fonction du moment où vous faites votre réservation. Par exemple, si vous réservez en janvier, ça ne coûtera pas le même prix que si vous réservez en août. Peut-être qu'entre-temps, les prix, ils auront augmenté ou alors diminué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller faire des devis en ligne sur le site de Kaplan. Vous pouvez en faire 3 et les comparer. Et d'ailleurs, sur ces devis, vous pouvez prendre des options, comme par exemple prendre une assurance santé ou non, par exemple être logé en appartement ou alors chez l'habitant. En général, chez l'habitant, ça coûte moins cher que avoir son propre appartement. Ensuite, vous pouvez choisir de prendre le transfert aéroport, maison ou non. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille de pas le prendre parce que vous ferez des économies. Une fois sur place, moi, je me suis rendu compte que si je prenais un Uber, c'était beaucoup moins cher, mais beaucoup moins cher. Il y avait une grande différence de prix entre le transfert de Kaplan et le Uber. Donc, c'est pour ça, faites attention. Surtout que le transfert de Kaplan, il était pas ouf du tout. Il était même pourri. Je vais vous raconter un peu mon histoire avec le transfert. En gros, ce qui s'est passé, donc déjà, j'ai payé ce transfert une fortune et une fois que je suis arrivée à l'aéroport à Los Angeles, normalement, il y a une dame qui est censée vous attendre avec une pancarte, votre nom et votre prénom. Cette personne, elle n'était pas là, alors que pourtant, mon vol, il était arrivé à l'heure. J'ai cherché après cette personne pendant à peu près une heure et demie, et je la trouvais pas. Donc, bien sûr, pendant une heure et demie, forcément, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide au personnel de l'aéroport, sauf que comme mon vol, il était super tard, eh bien, il y avait qu'une seule personne, et cette personne, elle n'a pas pu m'aider. Au final, j'ai dû ressortir mes papiers que Kaplan m'avait donnés, parce que dans ces cas-là, il y a un numéro à composer. J'ai composé ce numéro, sauf qu'avec la panique, j'arrivais pas à composer. En plus, les chiffres, forcément, aux États-Unis, c'est pas pareil. Du coup, j'ai dû demander à un passager lambda de m'aider. Et Kaplan, ils ont répondu, et ouf, j'ai été sauvée, et la personne, elle est venue. Je ne sais pas pourquoi elle était pas là. Je veux dire, c'est pas normal, on paye super cher pour un transfert, alors que au final, j'aurais pu prendre un Uber, payer beaucoup moins cher, et il aurait été là directement, quoi. Et en fait, je me demande si elle n'était pas là parce que elle devait payer le parking de l'aéroport et il coûte super cher, ou alors est-ce qu'elle était dans les embouteillages. Voilà, en tout cas, j'en ai aucune idée, mais ne prenez pas le transfert. Je sais que ça peut faire peur, moi c'est pour ça de base que j'avais pris un transfert, parce que je me suis dit, je vais arriver à Los Angeles, c'est l'autre bout du monde, je vais être toute seule, et je vais pas savoir me débrouiller. Mais en fait, au final, je pense que j'aurais totalement pu me débrouiller toute seule. Comment est-ce que j'ai financé mon voyage? Alors là, j'aborde cette question parce que j'ai un tips à vous donner. Alors d'abord, il y a eu un apport personnel puisque moi j'avais travaillé en alternance pendant 5 ans, donc j'avais mis de l'argent de côté. J'ai eu aussi de l'aide de mes parents, mais surtout, voilà, le petit tips il est là, c'est que j'ai utilisé mon compte CPF. Qu'est-ce que c'est que le compte CPF? C'est le compte de formation. En gros, si vous avez déjà travaillé, vous avez forcément un compte CPF qui est ouvert et ce compte CPF, dessus, il y a de l'argent. Cet argent, vous pouvez l'utiliser pour
partir en séjour linguistique, mais vous pouvez l'utiliser uniquement si vous passez le TOEIC. Le TOEIC qui est un examen d'anglais. Donc quand vous rentrez, vous passez le TOEIC. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'avais à peu près 2000 € sur mon compte CPF. Donc ça a quand même financé une grosse part de mon voyage. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas d'autres aides pour les voyages linguistiques en Europe. Il me semble qu'il y a une autre aide et je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc n'hésitez pas à chercher sur internet. Que faut-il comme document pour aller aux États-Unis? Donc vous avez obligatoirement besoin d'un passeport. Si vous êtes aux États-Unis moins de 90 jours, vous allez vous diriger vers l'ESTA. L'ESTA, c'est un document qui ne coûte pas très cher. Par contre, si vous êtes au-dessus de 90 jours, vous allez devoir faire un visa étudiant, donc le visa F1. Et là, vous allez mettre un prix, genre autour de 400 € en plus. Vous allez voir Kaplan, ils vont vous aider dans vos démarches parce que vous avez, notamment pour le visa, un gros dossier à faire comme as. Et Kaplan, ils vont être là, ils vont vous aider pour tous ces papiers. Comment est-ce que vous faites si vous avez un problème avec votre famille d'accueil? Surtout, il ne faut pas hésiter à contacter l'organisme. Moi, j'en ai eu un. En fait, au sein de chaque organisme, vous avez une personne qui est là pour régler les conflits. Que ce soit, par exemple, un conflit avec votre famille d'accueil, mais aussi, par exemple, quelque chose qui ne va pas avec votre appartement, quelque chose qui ne va pas au sein de l'établissement. Surtout, faut pas hésiter à les contacter. Moi, j'ai eu un peu de mal à les contacter parce que je voulais pas faire ma chieuse, on va dire. Mais là, j'avais eu un petit problème avec ma famille d'accueil, vraiment pas très grave. En gros, je vais vous raconter l'histoire pour que vous évitiez de faire la même erreur. Si vous préférez, en Amérique, vous pouvez verrouiller une porte de l'extérieur. C'est-à-dire, je m'explique. En gros, en Europe, imaginons là, je veux sortir de ma chambre et mon verrou est enclenché. Si mon verrou il est enclenché, forcément je peux pas fermer ma porte derrière moi. Alors qu'en Amérique, si, je peux fermer ma porte derrière moi. Mais ce qui fait que je ne peux plus rentrer dans ma chambre alors qu'il n'y a personne dans ma chambre. Et j'ai pas de clé, j'ai rien. Ce qui s'est donc passé, c'est que ma mère d'accueil, avec qui je m'entends très bien, m'a envoyé un message en plein cours. Elle était super énervée, en mode Audrey, tu dois me repayer la porte, tu vas payer 80 € pour réparer cette porte que t'as cassée. Et moi, je voyais pas comment, parce que moi, je pensais, moi, je me dis, mais je l'ai pas cassé, j'ai pas cassé, j'ai rien cassé du tout en fait. Et en fait, c'était juste parce que le système américain n'est pas le même que le système européen. Et du coup, j'en ai parlé à mon organisme, j'ai dit que j'avais vraiment pas fait exprès, que je ne le savais pas, et du coup, c'est l'organisme qui a payé pour réparer la porte. Et au final, ma mère d'accueil, quand je suis rentrée, elle a fait style de rien et elle m'en a plus jamais parlé. Après, il faut savoir que c'était une grand-mère, et je pense que sur le coup, elle était un peu, comment dire, c'est une grand-mère et donc elle a ses propres règles chez elle, et sur le coup, ça l'a un peu dérangée, mais au final, après, elle s'est rendue compte que c'était pas grave et c'est passé. Donc vraiment, voilà, petite dispute qui est pas vraiment une dispute en soi. Combien de temps je conseillerais pour changer de niveau, pour partir en séjour linguistique? Moi, je conseille au minimum 3 mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, vous n'allez pas sortir bilingue. On pense tous qu'on va partir à l'étranger et quand on va rentrer, on va être bilingue. Eh bien non, être bilingue, c'est super dur. Donc moi je suis partie, j'avais un niveau B1 et on va dire qu'au bout de 3 mois, j'ai vraiment ressenti une différence et j'étais passée en niveau B2. J'ai vraiment senti une différence parce que quand je suis arrivée, je mettais tous mes verbes dans n'importe quel temps et j'avais beaucoup de mal à préparer mes phrases. En fait, je devais les préparer avant de parler, alors que maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile de répondre, c'est un peu plus fluide. Je vous conseille aussi de parler avec des Américains. Vous allez voir, vous allez forcément parler avec des gens de votre langue. On fait tous l'erreur. Moi, je me suis dit avant de partir, je ne vais parler que avec des Américains. Et au final, j'ai trouvé des potes belges et j'ai passé tout mon séjour avec eux. Et par contre, ça fait vraiment du bien d'avoir des Français avec qui parler parce que vous allez voir, vous allez H24 parler américain et au bout d'un moment, votre cerveau, il va exploser. Donc ça fait du bien des fois de parler un peu dans sa langue. C'est pour ça que je vous conseille de partir en famille d'accueil, comme ça vous êtes sûr de parler anglais. Je vous conseille aussi de parler avec des vrais Américains. Ce que j'entends par vrais Américains, c'est des natifs.
parce que quand vous allez arriver à Kaplan, vous allez avoir beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire des Japonais, des Brésiliens, des Allemands, etc. Mais ils ne sont pas natifs. C'est pas l'anglais, c'est pas leur langage d'origine. Et vous allez voir, pour vous, ça va être beaucoup plus simple de parler avec eux, parce que généralement, ils ont le même niveau que vous. Après, c'est très bien de parler avec eux, parce que vous allez voir, vous allez vous corriger les uns les autres. Mais le problème, du coup, c'est qu'ils n'ont pas l'accent américain. Ça, je regrette de pas avoir parlé des Américains. Enfin, du coup, j'ai parlé qu'avec ma famille d'accueil. Mais j'ai adoré aussi parler avec des étrangers quand même, parce qu'on apprend toujours une nouvelle culture. Si vous êtes à Los Angeles, n'hésitez pas à aller à UCLA. UCLA, c'est un campus universitaire et du coup, vous avez que des Américains là-bas, des jeunes. Donc, mettez-vous dans l'herbe et puis essayez de faire copain-copain avec des Américains. En fait, essayez de trouver les campus universitaires et de vous balader dans le coin, je pense, et de parler avec des jeunes ou alors de sortir en boîte ou de vous inscrire à des activités pour faire des rencontres en dehors de Kaplan. Ah oui, et si vous partez un mois, moi je considère que ce n'est pas assez parce que j'ai eu des amis qui sont restés que pendant un mois et en fait au final vous allez être super fatigué. Vous allez être fatigué parce que vous allez vouloir tout visiter et au final vous serez un peu moins concentré sur apprendre un langage. Et au final à la fin du mois vous allez vraiment vous sentir bien. Et en final, bah, c'est là où vous allez partir. Donc un mois, c'est pas assez. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui partent que un mois parce que bah, c'est un certain budget de partir en séjour linguistique. J'ai oublié de parler d'un truc, c'est que Kaplan, il propose différentes formules pour apprendre l'anglais. Vous avez une formule où vous travaillez que pendant 4 heures dans la journée, une formule où vous travaillez 4 heures dans la journée mais avec 2 heures d'activité en plus par semaine. Et la troisième formule, c'est la deuxième formule plus 4 heures de cours encore. Donc au final, vous avez 8 heures de cours plus les 2 heures d'activité dans la semaine. Moi, j'avais pris la deuxième formule, donc les 4 heures de cours plus les 2 heures d'activité dans la semaine et je trouve que c'était la meilleure formule parce que au final j'ai pu avoir mon après-midi libre pour sortir avec des gens mais aussi quand on fait une journée complète bah notre cerveau on a l'impression qu'il va exploser et ce que j'ai bien aimé c'est les activités parce que les activités elles m'ont permis de rencontrer de nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément dans ma classe parce que toutes les classes sont mélangées quand on fait des activités. Et après, les activités, ça peut être des activités très simples, comme par exemple un coffee talk. Coffee talk, c'est vous poser des questions qui sont données à votre partenaire. Donc c'est pas forcément des activités super poussées, mais en fait ces activités, c'est surtout qu'elles vous permettent de rencontrer des gens. Et les activités, elles changent en fonction des semaines et elles changent aussi en fonction des organismes. Genre à New York, il n'y avait pas forcément les mêmes activités qu'à Los Angeles. Sachez qu'il existe d'autres options que de faire un séjour linguistique. Vous pouvez par exemple faire du volontariat ou alors partir pour faire un VIE. Un VIE, c'est quand vous travaillez pour une entreprise française mais à l'étranger. Ensuite, moi par exemple, en septembre, donc bientôt là, je vais partir en Australie pour faire un PVT. Donc c'est un permis vacances-travail. Comme ça, je vais pouvoir être en vacances et travailler aussi. Et cette fois-ci, je pars avec mon copain parce que en fait, aux États-Unis, j'étais partie toute seule. Et là, du coup, on sera à deux et ça sera une expérience complètement différente. Donc je suis vraiment trop excitée. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et si vous aimez bien les voyages, n'hésitez pas à me suivre parce que je posterai des vlogs de mon séjour en Australie. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.